ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur le programme de la télévision nationale du Tchad. L'équipe de l'Office national des médias audiovisuels reçoit sur ce plateau deux invités du monde rural. Il s'agit de Bichara Drep, président de l'interprofession de la filière élevage, et Kolian Palibele, président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad. Il sera question au cours de cette émission de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Oui, chers invités, ces derniers temps, certaines de nos provinces sont en proie à l'insécurité. Insécurité liée à des conflits intercommunautaires, quelquefois des conflits qui trouvent leurs sources au niveau des agriculteurs et des éleveurs. Dans un passé récent, les deux composantes vivaient en parfaite harmonie à travers les trocs, les échanges du mil contre le lait et la fertilisation des terres cultivables par les éleveurs au profit des producteurs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas en ce dernier temps où agriculteurs et éleveurs se regardent en chien de défense? Le grand éleveur qui est auprès de moi ici. Merci. Merci beaucoup. Il faudrait le rappeler, le contexte dans lequel on se trouve et plus particulièrement la position géographique du Tchad. Le Tchad est un pays qui fait partie des pays du Sahel. Nous sommes confrontés à des aléas climatiques et ces aléas climatiques nous amènent surtout aux ressources naturelles. Donc nous avons le partage des ressources naturelles qui sont les causes principales, mais à celles-ci s'ajoutent d'autres causes. Il y a des causes politiques, il y a des causes foncières. Donc je pense que ce sont les principales causes qui nous amènent aujourd'hui à cette situation de conflit éleveur-agriculteur qui se transforme en conflit intercommunautaire et qui menace surtout la cohabitation pacifique et qui menace surtout même la destruction de notre culture. Nous sommes des Tchadiens, nous avons une culture d'hospitalité qui est reconnue de par tout le monde. Donc voici d'une façon ramassée, si je peux vous dire les causes, mais on va essayer de développer le reste. Merci M. Doba Robert de nous avoir donné cette occasion pour un peu échanger sur ce phénomène que nous vivons ces derniers temps, à savoir la question de conflit agriculteur-éleveur. Il faut reconnaître que l'agriculture et l'élevage, ce sont deux mamelles de l'économie de ce pays. Et donc, pour nous, on pense qu'il devrait avoir plutôt la complémentarité entre ces acteurs que d'entretenir des conflits meurtriers. Alors, pour moi, je pense que, de mon point de vue, il y a effectivement, comme l'a dit Bichara Drep, la question du changement climatique qui pousse les gens vers la recherche de foin, de la recherche d'aliments, de bétail. Et ces gens, donc, là où ils quittent le nord vers le sud à la recherche d'aliments de bétail. Et c'est tout à fait normal. Mais s'ensuit donc de temps en temps des conflits entre les autochtones et les éleveurs qui arrivent dans la région ou dans la localité. Et donc du coup, ne connaissant pas le comportement des uns et des autres, il y a donc ce conflit qui naît. Parce que le bétail entre dans le champ de l'agriculteur et l'agriculteur qui réagit pensant que ça a été fait, c'est un phénomène exprès. Et donc, voilà, le problème commence à naître à ce niveau-là. Parce qu'ils ne se connaissent pas,
peut-être c'est pour la première fois qu'ils se connaissent. Et du coup, l'autre pense que c'est exprès que l'éleveur a fait ce geste. L'éleveur pense que l'agriculteur n'a pas droit de le repousser, ainsi de suite. Alors, il y a un problème d'incompréhension et les gens n'arrivent pas à se comprendre. Donc, profitent de cette situation, comme il l'a dit, les politiciens s'ingèrent là-dedans, finalement, ça devient un autre problème. Alors que ce n'était pas le problème, ce n'était pas parce qu'on connaît, par exemple, au Maïkibi, au Maïkibi, ce phénomène n'existait pas, ça n'existait même pas. Même si ça existe aujourd'hui, c'est vraiment minime, le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Donc, vous prenez, sauf le phénomène d'enlèvement des enfants bouviers, ou des enfants ou des hommes contre rançon, ça, c'est un nouveau phénomène apparu ces derniers temps au Maïkibi. Mais sinon, le conflit entre agriculteurs et éleveurs n'existe pas. Et ça, pour moi, je pense que c'est lié effectivement à la question des changements climatiques. Les gens quittent. Et c'est lié aussi au fait que le nombre de la population tchadienne augmente et le nombre de cheptels, le bétail aussi augmente. Alors nous sommes face donc à une réalité et il va falloir donc travailler sur ces réalités. Le nombre de la population augmente, la démographie et le nombre de l'élevage de bétail augmente et nous n'avons qu'un petit espace à gérer pour faire vivre tout le monde. Oui, au-delà de ces ressources, ces problèmes de partage des ressources naturelles, vous évoquez, comme vous dites ici, que les causes profondes du conflit agriculteur-éleveur sont aussi liées à l'immixtion du politique. Alors, en quoi le politicien peut-il être la cause des conflits agriculteurs et éleveurs? Oui, merci beaucoup. Bon, comme vous savez, comme M. Kolian vient de le dire, vous savez, en termes surtout, je vais revenir un peu en arrière, je voudrais parler toujours des aléas climatiques. Comme vous savez, nous sommes dans 3 bandes, la bande saharienne, la bande sahélienne et la bande soudanienne. Alors, s'il faut prendre la proportion en termes de superficie, la bande soudanienne ne représente que 25%. Or, la bande saharienne représente 47%, la bande sahélienne 28%. Donc, en tenant compte surtout des aléas climatiques et par rapport à la rareté des pluies qui se traduisent par la rareté du pâturage, donc, et les populations de la zone septentrionale et les bétails doivent se retrouver dans la zone soudanienne qui a 25% surtout de la superficie du pays. Donc, ils sont confrontés à la surpopulation même de la localité et les surfaces cultivables, parce qu'à un moment donné, nous avons reçu presque 6000 tracteurs, même s'ils n'ont pas fait grand-chose, mais quand même, il y a des parties qui sont parties cultivables, qui sont augmentées. Donc la population des éleveurs s'affronte à la compétition des ressources naturelles qui les amène et avec les agriculteurs et aussi avec les pêcheurs. Ça aussi, parce que c'est important. Donc, cette pression donne surtout cette situation de conflit éleveur-agriculteur. Mais malheureusement, quand cette pression arrive, je pense que nous sommes dans un état de droit. Et nous avons les services de concentré de l'État qui doivent être le meilleur arbitre, surtout quand ils descendent de ces éleveurs dans une zone où il y a une forte concentration. C'est là où les services de concentré de l'État peuvent prendre toutes les attentions, et y compris les élus du peuple, de la localité. Je pense s'il faudrait maintenant voir le problème de gestion de conflits par rapport au partage des ressources naturelles, je pense qu'il est question de ramener les deux communautés à un esprit de dialogue. Parce que dans le temps, on n'a jamais eu ce problème. Et la transhumance existe depuis le XVIe siècle. Mais au niveau du Tchad, dans les temps passés, quand les transhumants descendent,
Les autochtones fêtent parce qu'ils savent que déjà les transhumants arrivent, le marché va être animé, il y a les échanges de troc, surtout des produits provenant de l'animal, il y a les berges, tout ça. Mais aujourd'hui, ça devient autre chose. C'est parce qu'ils ne sont pas... ils partagent des différentes visions, malgré que nous avons, nous, en tant qu'organisation des éleveurs et des producteurs, qu'on n'a jamais cessé de prodiguer ces conseils, de rapprocher les uns et les autres, étant donné qu'on partage le même espace. Et nous sommes, en résumé, nous sommes des producteurs, où tout le monde attend de nos produits vivre, surtout dans cet espace. Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas un chemin pour la planification du pastoralisme au Tchad, à l'exemple du Mali ou d'autres pays du Sahel? Oui, effectivement, le pastoralisme, c'est le mode même de vie, c'est le mode même de notre élevage. Aujourd'hui, notre élevage est basé sur le pastoralisme, c'est basé sur la mobilité du bétail. Eh bien, ce plan, je pense qu'il y a un plan, il y a des outils. Il y a des outils surtout qui sont liés à ce pastoralisme. Il y a les outils de prévention de conflits, il y a les outils de sensibilisation, de rapprocher surtout les deux communautés quand il y a une forte concentration. Il y a tous ces outils existent. Donc, je pense que le plus important, c'est se prôner, rapprocher les deux communautés afin que ces climats de violence puissent ne pas être. Aujourd'hui, même s'il y a des outils, je n'interviens pas à sa place, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer déjà à voir autrement le système d'accompagnement des éleveurs et des producteurs. Il faut mettre un autre système l'approche vulgarisation, l'approche de développement local doit être vue, revue. Aujourd'hui, avec la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique qui a été déjà adoptée, et je pense que nous pouvons profiter de cette loi-là parce qu'il y a tout dans cette loi. Mais que dit cette loi? Quelles sont les grandes articulations de cette loi? Cette loi nous donne, disons que, nous amène d'abord à collaborer, à cohabiter, à être ensemble. Et cette loi protège aussi bien les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Cette loi donne de grandes orientations sur la question de gestion des terres, les questions foncières, qui d'ailleurs doit être revue dans les prochaines, je pense bien, par les autorités. Le code pastoral. Bon, pas le code pastoral, parce que le code pastoral avait été en son temps suspendu à un moment donné, je pense bien. Retiré donc simplement parce que le président de la République a estimé que ça portait des germes de conflit. Et donc c'est pour cette raison que ce code a été retiré par le président de la République, parce que en fait, lui qui comprend comment les choses se passent, et je pense qu'il a mesuré à son niveau les degrés des informations contenues dans ce code. Et c'est comme ça qu'on a pensé qu'avec la loi d'orientation agro-silvopastorale, on peut refaire, ça peut contribuer donc à la cohésion sociale, à la collaboration entre tous les acteurs de développement rural. Donc pour moi, je pense que c'est pour un peu revenir un peu sur des causes qui ont même renforcé ce phénomène, accentué ce phénomène. Vous savez, il y a des nouveaux éleveurs, il y a des nouveaux éleveurs qui sont soit des hommes bien posés, des commandants de brigade, des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs qui ont des cheptels importants. Et vous voyez
on a même l'impression que tous ceux qui sont derrière ces cheftains-là, les bouviers, c'est presque des jeunes qui ne sont pas capables de contrôler tout ça. Et même s'il y a des bouviers, mais c'est des bouviers, on a l'impression aussi que c'est des bouviers qui sont des militaires. Ils se comportent comme des militaires, en fait. Ils se comportent comme des militaires parce qu'ils sont des bergers, des généraux. Voilà, des bergers, des grands généraux, des grandes personnes. Et donc, du coup, il est protégé et il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc, ça, c'est des phénomènes qui ont accentué également le problème de couloir de transhumance. Il y a les agriculteurs aussi, il faut être réaliste. Il y a des agriculteurs qui quittent leur zone et partent s'installer directement sur les couloirs de transhumance, là où les bœufs doivent passer. Et ce n'est pas normal. Et donc, ça crée des conflits entre les usagers, entre les acteurs, les différents acteurs. Il y a aussi la justice qui ne fait pas bien son travail. Parce que quand le problème arrive, du coup, vous allez voir que la corruption rentre en jeu et une partie est frustrée et l'autre partie se sent plus fort que l'autre. Et là, ce n'est pas ça la cohabitation. La cohabitation, nous tous, nous ne gagnons pas. Nous tous, nous ne perdons pas. C'est ça. La cohabitation pacifique, c'est que nous vivons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous développons notre pays. Il n'y a pas le perdant. Il n'y a pas de gagnant. C'est nous tous qui perdons. Et c'est nous tous qui gagnons. C'est ça, la cohabitation, dans ce genre de choses. Donc, pour moi, ces causes-là, et il faut aller voir un peu quels sont les instruments à mettre donc en place pour, disons, voir un peu quels sont ceux qui... il faut même répertorier, identifier les gens qui occasionnent ces conflits-là. Il faut les voir. Il faut voir où ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont. Même si c'est un général proche du président de la République. Il faut qu'on lui dise que ce que tu fais là, tu ne crées pas la paix dans notre pays. Il faut avoir le courage de lui dire. Ça, c'est très important. La paix, ce n'est pas une mince affaire. Parce que tant qu'on n'a pas la paix, on ne peut pas... notre économie ne va pas grandir. C'est-à-dire on va toujours être le derrière. Donc même s'il est proche du président, même s'il est proche du ministre, même s'il est proche de qui, il faut avoir le courage de le lui dire. Mais qui va lui dire? Oui, justement. Maintenant, je pense que c'est l'occasion pour nous d'interpeller les députés ici à l'Assemblée qui sont nos porte-parole. Et c'est d'interpeller aussi le président de la République lui-même pour qu'il veille à ça. Moi, je crois que c'est des choses... Bon, prenons le cas qui vient de se passer récemment à Gamba, au Maïkébi Est, où un simple citoyen vient, il massacre 3 personnes sur place d'une même famille. C'est parce qu'il y a l'arme. L'arme circule partout. C'est pas normal, ça c'est aussi l'une des causes de ce conflit-là. L'arme circule partout. Oui, Monsieur le Président, à ce niveau, quel est le rôle des services déconcentrés de l'État dans la prévention ou bien la résolution de ce conflit? Bon, moi je pense que le conflit, s'il y a déjà conflit, ça veut dire qu'on a échoué. Il faut prévenir déjà le conflit. Parce que quand il y a déjà conflit, c'est qu'on a échoué. Le rôle des services déconcentrés de l'État consisterait à prévenir les conflits, à travailler de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Et leur rôle est très important ici. Et donc, moi je pense qu'il faut voir comment on planifie les activités de développement. Que ce soit le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, comment on planifie ça. Parce que, comme il l'a dit, nous avons un petit espace à gérer ensemble. Mais n'oubliez pas aussi que l'espace que nous avons,
il y a aussi les animaux sauvages, les parcs qui sont là. Et aussi, ils ont leur place, parce qu'ils sont aussi dans... Et donc, du coup, il faut voir comment on peut planifier ensemble nos activités pour qu'il n'y ait même pas conflit. Et là, vous interpellez d'une manière ou d'une autre le ministère de l'aménagement du territoire. Parce que parler de l'aménagement ou de la planification, c'est effectivement... Bien sûr. Est-il aussi à vous rejoindre sur la justice? Bien sûr que oui, parce que la justice ne fait pas bien son travail. Il faut être réaliste, ils sont corrompus. La justice est corrompue en milieu rural. Les gens prennent de l'argent avec les paysans, les éleveurs, les agriculteurs. Mais tu vas faire quelle justice? Tu vas trancher quoi? De l'argent avec les gens. Hein? Tu prends déjà de l'argent avec les gens. Donc ça veut dire que tu n'as même pas, tu ne peux rien faire. Donc pour moi, je pense qu'il faut voir il y a des comités qui sont créés de gestion de ces conflits-là. Hein? Des comités, ces comités-là existent un peu partout. Et c'est des comités multi-acteurs, multidisciplinaires. Vous avez dedans des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des imams, des pasteurs, des prêtres, des femmes, des jeunes. Tous sont là. Et je pense qu'il faut voir comment renforcer ces gens-là, ces comités-là, pour qu'on puisse arriver à des solutions, même pour qu'on ne puisse même pas avoir un conflit. Quand il y a déjà conflit, c'est qu'il y a problème. Ça crée des frustrations. Pour qu'on n'arrive même pas à un conflit. Oui, Michel Adret, pourquoi les conflits agriculteurs et éleveurs ne peuvent pas trouver de solution au sein de nos communautés, comme à l'époque sous les arbres palables? Vous savez, le conflit éleveur-agriculteur, quand il y a conflit éleveur-agriculteur, cela veut dire que le bétail est rentré dans un champ, il y a une dévastation. Ça, c'est la première des choses. Quand il y a dévastation du champ, il faut gérer cette dévastation. Il faudrait ramener le propriétaire du bétail avec le propriétaire du champ à s'asseoir et régler le problème. Ça, c'est ce qui s'est fait avant. Entre eux-mêmes, entre les deux là, ils règlent à ce niveau. S'ils n'arrivent pas, il y a un autre niveau. Le niveau des chefs de férique et les chefs de village se retrouvent. Ils règlent, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est les chefs de canton. À ce niveau, entre ces trois niveaux, le problème est déjà réglé. Mais maintenant, ce qui est marrant, quand il y a dévastation du champ, on fait recours directement au CB ou bien directement au sous-préfet. Toutes ces démarches de conciliation qui devraient se faire, sans pour autant prendre, que ce soit de l'éleveur, prendre uniquement ce qu'il a dédommagé à régler l'agriculteur, mais maintenant ça devient un autre circuit. Le sous-préfet et le CV prennent l'argent du dommage causé par cet éleveur. Et 10%? Pas 10%, mais il met carrément dans sa poche et il laisse les deux maintenant en conflit. L'agriculteur attend. C'est vrai ce que vous dites? Mais bien sûr, l'agriculteur attend. Aujourd'hui, demain, le CV lui dit non, viens demain, après-demain. Et entre-temps, et de même les sous-préfets, ça c'est des pratiques qui se passent à la 3e République. Et nous pensons que maintenant, à la 4e République, nous devrons changer le comportement. C'est pourquoi nous avons dit que les sous-préfets ne jouent pas un rôle, surtout du développement rural. Si réellement, aujourd'hui, on laisse même les éleveurs et les agriculteurs entre eux-mêmes, ils peuvent régler le problème. Mais comme maintenant c'est devenu une habitude, il faut tout de suite aller régler le problème au niveau du CB et du sous-préfet. Ah bien, le problème s'aggrave. Le type qui a subi le dégât, il n'est pas réparé. L'autre, on lui a déjà pris de l'argent. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que les gens s'affrontent. Ça, c'est un. Or, si réellement les services déconcentrés de l'État, les sous-préfets en question, il est doté du pouvoir
il est proche de la population. Il est proche du chef de canton, il est proche du chef du village, il est proche du chef de ferry. Comment il ne pouvait pas régler un problème des champs? Comment il ne peut pas régler quand maintenant le couloir de transhumance sont obstrués, sont fermés? Quand les couloirs de transhumance sont semés même par des champs, ou bien même des jardins. Il sait très bien que ça c'est le couloir de transhumance. Il sait très bien que ça c'est le couloir qui amène le bétail à l'eau. Mais on le ferme, on fait un champ et lui il est sous-préfet dans cette circonscription. Il est incapable de le faire. Pourquoi? Est-ce que cet administrateur n'est pas doté des capacités de conciliation? Il n'est pas doté des capacités comment on appelle, de médiation? Est-ce qu'il n'est pas concerné par le développement de sa circonscription auquel le gouvernement lui a confié? Donc je pense, si nous voulons régler le problème, les racines du problème, il faudrait qu'on trouve des administrateurs fiables et capables. Sinon, je pense qu'on va toujours on va être dans ce genre de situation. Comment nous pouvons comprendre aujourd'hui le sous-préfet n'arrive pas à régler le problème? Ça le dépasse, le préfet n'arrive pas à le régler. Ça le dépasse, le gouverneur n'arrive pas à le régler. Mais c'est la chaîne de ce qu'on appelle la décentralisation. Est-ce qu'on a besoin que le président de la République prenne un hélico pour descendre pour régler un problème de conflit intercommunautaire? Ça nous inquiète. Quel est le rôle de cette chaîne administrative? Nous sommes dans le processus de la décentralisation. C'est maintenant que les responsables qui sont surtout dans les services déconcentrés de l'État et plus particulièrement les administrateurs qui ont la charge de gérer cette population qui est composée des éleveurs et des agriculteurs doivent veiller surtout par rapport à la prévention. Ils doivent être outillés ou sinon renforcer leur capacité de régler le problème. Mais si maintenant, comme disait M. Collian, si de l'autre côté maintenant le sous-préfet lui il attend une contrepartie de ces deux belligérants, vous pensez que le problème va être réglé? C'est impossible. Donc ça aussi c'est un facteur extrêmement important que l'État doit revoir son cahier des charges par rapport à la nomination des administrateurs qui gèrent nos populations, qui gèrent nos producteurs, qui gèrent nos éleveurs, qui gèrent nos... C'est extrêmement important. Oui, mais on assiste aussi quelquefois à des ficelles tirées à distance par les cadres ressortissants de certaines provinces. Voilà. Et ça, moi je pense que c'est regrettable. Il y a des grands politiciens. Peut-être nous sommes, il faut le noter, nous sommes dans un état de multipartisme. Nous ne sommes pas un parti unique. Mais malheureusement, les politiciens, certains politiciens, appellent directement les partis en conflit et ils le conseillent que ce conflit-là augmente aussi. C'est peut-être pour une raison électorale. Mais je pense que c'est là, si on attend un jour, s'il attend de commander le pays, je pense que ce n'est pas en introduisant ou bien surtout le conflit. Quand il faut encourager le conflit, quand il ne faut pas, surtout amener la population, la ramener à la haine, à la division. Je pense que nous pensons que nos frères qui sont dans des partis politiques, et je pense que nous lançons aussi un appel pour eux. Il faudrait d'abord, s'ils veulent nous gérer, il faudrait qu'ils prennent la politique de cohabitation. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui, chaque fois, de s'entretuer 50 personnes à la fois. Mais c'est trop. Donc c'est Collian a quelque chose à dire. Quelque chose à dire par rapport je voudrais ajouter quelque chose qui est très important. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes devant un élevage pastoral. Notre système d'élevage à 80%, c'est un système d'élevage pastoral, c'est-à-dire qui est basé sur la mobilité. Vous savez, cet élevage pastoral, il faudrait lui créer un cadre légal, un cadre juridique. C'est extrêmement important. Faire des ouvrages. Par exemple, nous avons chaque année une descente précoce des éleveurs.
Nous avons la zone saharienne qui est extrêmement riche. Si aujourd'hui les projets et l'État pensent à développer surtout la zone septentrionale, la doter des ouvrages d'eau, les gens ne peuvent pas aussi faire des descentes précoces. Mais quand il n'y a pas l'eau, et que maintenant, vous savez, les bétails, ils sont comme des êtres humains. Quand maintenant la période de descente arrive, il n'y a pas l'eau, automatiquement, quel que soit alpha, même la nuit, ces bétails vont descendre. Oui, Monsieur le Président, parlant justement du projet, il y avait un projet appui au secteur d'élevage au Tchad oriental. Avec Almibahem et autres là. Ce projet joue un rôle important dans la mobilité des pasteurs. Il y a d'autres projets. Il y a le projet PRAPS qui a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de ce pastoralisme, parce qu'il y a des ouvrages d'eau, mais c'est insuffisant. Et il y a le pasteur qui est en train aussi de travailler dans cet espace, mais le volume des actions qui se passent sur le terrain, c'est trop peu. Mais moi, je voudrais dire autre chose. M. Koualian a parlé de la loi agro-silvo-pastorale. C'est une loi qui permet, par exemple, à développer la culture familiale, c'est-à-dire la culture des cases. Mais pendant que nous avons un volume de 113 millions de têtes de bétail, c'est lourd. Il faudrait les gérer. Il faut mettre un cadre juridique, gérer surtout ces cheptels. Lequel cadre? Si le code pastoral hier était retiré, c'est parce qu'il y a des articles seulement qui ne tiennent pas et que certains de nos élus ont fait cette observation de ces articles. On a dit, ok, ces articles on doit les revoir. Et s'il faut impliquer tous les acteurs concernés, parce que les gens ont dit, c'est vrai, le code est fait par des panels de grands intellectuels, des juristes, de tout et tout, mais s'il y a certains articles qui ne tiennent pas, il faudrait revoir. Ceux qui ne tiennent pas, on les dégage et on met des articles qui conviennent, surtout à l'aspiration de nos populations qui sont les producteurs. Mais aujourd'hui, un pays comme le Tchad, vous avez le Bénin, un pays côtier, il vient d'avoir son code pastoral. Il a quel cheptel? Le Niger, il vient d'avoir aussi son code pastoral. Il a quel cheptel? Moins de 10 millions. Mais aujourd'hui, le Tchad avec 113 millions. Je pense, le code, parce que le code, nous pensons qu'il sécurise et en même temps les éleveurs et en même temps les agriculteurs. Mais avoir un cheptel important qui n'est pas exploité, on attend aussi son exploitation par les industries. Bientôt, peut-être qu'on va les voir, si on prend le cas de l'abattoir de Moundou. Il faudrait avoir aussi des règles juridiques qui règlent surtout cet élevage. Parce que aujourd'hui, cet élevage apporte beaucoup. 20 à 14 à 20% du PIB. Ça, c'est la contribution. L'agriculture, bon, je pense que M. Koualian le connaît. Donc, les deux mamelles, l'État doit prendre des dispositions réglementaires, juridiques, pour gérer tout ce qui se passe. Nous n'allons pas continuer dans le conflit éleveur-agriculteur tout le temps. Nous n'allons pas compter sur tous les morts tous les jours. Oui, justement, ce que Bichara vient de dire, je voudrais simplement rappeler une chose, que la loi d'orientation agro-silvo-pastorale donne des orientations. On peut avoir un code pastoral. À partir de cette loi d'orientation, qui donne déjà des grandes orientations, on peut avoir un code pastoral, code foncier, code rural, code de ceci. Mais déjà, on a un outil commun, qui est donc la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Ça donne simplement des grandes orientations. Donc c'est juste pour dire que le code peut toujours être d'actualité. Mais ce que je voulais aussi, il a parlé de l'élevage qui est de temps en temps en déplacement, etc. Effectivement, il faut travailler sur le système de l'élevage au Tchad. Notre système, aujourd'hui, est-il adapté aux conditions climatiques d'aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment travailler?
Et ça, c'est très important parce que notre système... Oui. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ce plan que vous voulez? Oui, justement, parce qu'en fait, quand je dis qu'il faut revoir le système d'élevage, ça peut aller donc dans le code pastoral. Il faut avoir donc un code pastoral qui tienne compte de ce système d'élevage que nous voulons prôner au Tchad, parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, on a atteint un chiffre record en termes de têtes de bétail au niveau de l'Afrique centrale, pour ne pas même dire l'Afrique. Donc, je pense qu'on a intérêt à travailler, à s'asseoir pour voir quel système nous voulons développer. Il faut s'asseoir et réfléchir ensemble. Quel est le système qui est mieux adapté? Parce que nous autres, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, c'est nous qui produisons de la matière première pour nos industries. Pour que nos industries se développent, c'est nous qui les produisons. Et si nous-mêmes nous sommes en conflit, il y a des problèmes, on ne peut pas, nos industries vont s'arrêter. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mieux bien réfléchir sur un bon système. Bon, il avait parlé aussi des trucs des sous-préfets et des préfets qui sont machin. Il faut dire aussi que c'est les ficelles tirées à distance. Oui. C'est pas des administrateurs formés. Moi, je sais que c'est des illettrés. Il y a, bon, pas tout le monde, mais certains sous-préfets, franchement, il faut voir qui on nomme à la tête d'une sous-préfecture. Un sous-préfet par définition ou un préfet par définition, c'est un acteur de développement. C'est un agent de développement. C'est tout. Il n'est pas quelqu'un qui est là pour se servir ou bien pour créer des situations aux autres. Il est là, c'est un acteur qui doit contribuer au développement du pays. Mais c'est ce que nous voyons. Des gens qui ne connaissent rien, on le met là, il ne sait par où commencer. Il est là. Et s'il a des occasions à trouver 100 francs, 200 francs par ici, c'est tout. Et ils sont nommés comme ça, de manière arbitraire aussi. Il y a des jeunes formés, ici à l'ENAM, ici chez nous. Donc, il y a des jeunes qui ont fini. Il faut commencer par eux. Hein? Je connais certains commandants de brigade même. Je veux vous dire, certains commandants de brigade, parce qu'on avait un projet avec Oxfam, politique publique et transparence budgétaire. On a géré ce projet pendant 2 ans. Mais quand on formait les producteurs, on formait aussi tous les acteurs de la société civile. Mais un des responsables des producteurs nous a dit, pardon Kolian, notre commandant de brigade, il faut qu'il soit aussi formé. Parce qu'il ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. Il pense que ce que nous faisons est mauvais. Et on l'a invité à la formation. Il a suivi la même formation. Mais après cela, il dit, mais non, mais si c'est ça qu'il faut faire. Il ne savait pas que c'est comme ça. Un commandant de brigade conscient. Un commandant de brigade qui a été conscientisé par la formation. Donc, je pense qu'il ne faut pas exclure tout ça. C'est ce que nous avons découvert, qu'il faut, lorsqu'on forme nos gens, on forme les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, il faut aussi les intégrer dans la formation pour qu'ils comprennent. Parce que ceux qu'on nomme là-bas, ce ne sont pas des gens qui ont le profil de gérer une communauté, en fait. Même s'ils peuvent assurer la sécurité, mais ils n'ont pas la capacité d'aider au développement socio-économique de la population. Donc il faut l'intégrer dans le système de formation. Il faut qu'ils comprennent, par exemple, on forme des gens dans l'élaboration des outils de développement. Il faut qu'ils soient là aussi, dans le suivi des gestions budgétaires, etc. Il faut qu'ils soient aussi formés. C'est un Tchadien. Même si on l'affecte ailleurs, il va aller servir là-bas encore avec ses expériences. Et donc, il ne faut pas exclure ces gens-là. Et nous pensons que c'est des choses que, c'est vrai que c'est les mettre ensemble avec les producteurs, mais ici, les producteurs ont demandé à ce qu'ils soient formés. Donc, pour moi, c'est quand même intéressant. Et il y avait aussi, comme je le disais, on n'a pas parlé de ça, l'appauvrissement des sols. Aujourd'hui, nos sols commencent à s'appauvrir. Ça veut dire que le phénomène va encore s'accentuer davantage si on ne prend pas
en compte, c'est ça. Donc il faut chercher, c'est là où l'éleveur et l'agriculteur doivent cohabiter. On prend l'élevage, le bétail pour fertiliser les sols. Pour une culture biologique. Voilà, une culture biologique. Donc pour nous, c'est même l'agroécologie qu'on devrait prôner dans ce pays. C'est-à-dire qu'on doit être tous ensemble. Utiliser nos bétails, les déchets de nos bétails pour fertiliser nos sols et pour qu'ils produisent, pour donner. Donc tu vois, c'est une complémentarité entre ces deux mamelles. Alors donc là, l'appauvrissement de nos sols également pose le problème. Mais aussi, certains éleveurs, grands éleveurs, commencent à se sédentariser. Mais il faut avoir un plan de sédentarisation de certains éleveurs parce que d'autres ont beaucoup de cheptels. D'autres en ont presque, je dirais, beaucoup, 500, 1000, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais quand ils se sédentarisent, ça pose effectivement le problème. Mais il faut l'aider. S'il veut se sédentariser, donc il faut l'aider à se sédentariser. Il faut l'accompagner. Donc là également, les ministères en charge du développement rural ont ce rôle-là à jouer. Accompagner ces gens-là parce qu'ils veulent se sédentariser. Ils ont vu que leur déplacement pose beaucoup de problèmes aux autres, mais ils veulent se sédentariser. S'ils ont opté pour ça, alors il faut trouver des mesures d'accompagnement pour ces gens-là. C'est ça, c'est ça. Voilà un peu. Oui, Monsieur le Président, quelles sont vos actions sur le terrain pour que la paix revienne entre les deux communautés? Moi, je pense que la première des choses, dans toutes nos provinces, il y a des comités de règlement des conflits qui sont constitués des éleveurs et des agriculteurs, qui sont constitués des prêtres, c'est-à-dire des religieux et des imams, et qui sont sous la gestion du chef de canton de la localité. Et on a dit, ce comité, c'est un comité qui doit être chargé de la sensibilisation pour la prévention des conflits et en même temps un comité de gestion des conflits, c'est-à-dire un comité de résolution des conflits. Quand maintenant, dans leur rôle des missions de prévention, ces comités doivent être aussi supervisés par le gouverneur, si c'était dans la province, soit par le préfet si c'était dans le département, soit par le sous-préfet si c'était dans la commune. Mais ces genres de comités doivent avoir une importance auprès de ces autorités. Mais si par exemple ce comité est placé sous l'autorité du sous-préfet, je vais dire sous l'autorité, mais normalement c'est sur l'arbitrage du sous-préfet. Parce qu'on a pensé, quand par exemple les gens, ces comités se rendent sur le terrain à régler un problème de dévastation des champs, et que par exemple l'éleveur dit que non, moi je ne paye pas. Il désobéit le comité. Donc ce comité, en ce moment, il fait appel par exemple au sous-préfet, et à son tour il fait l'appel maintenant à son CB, à ses forces de l'ordre. Parce qu'il y a quelqu'un, un récalcitrant, qui ne veut pas régler le problème. Donc ce comité doit jouer un rôle important, ce comité doit être accompagné, doit être renforcé en termes de moyens, surtout roulants, parce qu'il faudrait aller voir les gens. À un moment donné, nous avons même demandé des projets, de certains projets qui se mettent en place, avoir des engins pour ce comité-là, en vue de prévenir surtout ce genre de conflits. Ces comités doivent, nous, en tant qu'organisation au niveau national, nous avons le rôle de faire des descentes sur le terrain, dans une province. Et dans ces départements, comment on appelle ces sous-préfectures et ces cantons, pour voir exactement où se trouve le problème. Ça aussi c'est important parce que nous, en tant qu'au niveau national, quand on descend, eh bien, on demande toujours l'autorisation, par exemple, du ministère de l'Intérieur, de prévenir la province dans laquelle on descend, et si besoin est nécessaire, si c'est nécessaire,
l'autorité de la place nous accompagne pour cette mission de sensibilisation. Le plus important, c'est quoi? C'est la prévention des conflits. Et cette prévention des conflits ne peut se faire que par des sensibilisations. Et cette sensibilisation doit impliquer les autorités de la province. Donc, si nous avons ça, je pense que le conflit va être réglé. En ce qui concerne, par exemple, le conflit éleveur-agriculteur, moi je pense, si aujourd'hui les sous-préfets sont là, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Oui, oui. Et rôle équitable, avec surtout les juges. Mais malheureusement, quand ça tombe dans le bras du juge, c'est le plus grand problème. C'est fini, c'est foutu déjà. C'est pas le juge de l'État, c'est un commerçant et il attend le plus valide et là pour régler le problème. Et ça c'est extrêmement grave. Ce sont des choses où le département du ministre de l'Intérieur, le département de la justice doit prendre des mesures adéquates parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer tout le temps à vivre dans les dilemmes. Si aujourd'hui à Béché, les Sila et les Tibesti sont dans l'état d'urgence, ah bien bon, peut-être nous ne serons pas à l'abri de toute surprise. Demain, peut-être, SAR va être dans l'état d'urgence. On ne peut pas continuer. Mais si on cherche les sources de ces conflits, qui ne sera jamais éteint, c'est parce que les autorités de la place n'arrivent pas à réagir et à régler. Et ils n'accordent pas une importance. S'ils accordent une importance, je pense qu'ils ont tous les outils. Ils ont tous les outils parce qu'il y a le comité de prévention qui est là, les organisations des éleveurs sont là, les organisations des agriculteurs sont là. Pourquoi le sous-préfet ne fait pas appel à ces gens-là? Aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer dans certaines de nos provinces, est-ce que vous avez un message, par exemple, à adresser à nos producteurs et éleveurs pour une cohabitation pacifique? Moi, je voudrais... peut-être. Ok, oui. Merci beaucoup, et justement, parce qu'en fait, comme je le disais, quand il y a conflit, ça veut dire qu'on a échoué. Ça, dans notre principe, c'est ça. On a échoué quelque part. C'est là où le conflit naît. Et ça veut dire que chaque acteur, les acteurs n'ont pas joué leur rôle à tous les niveaux. Hein? Et donc, pour qu'il n'y ait pas conflit, en fait, c'est que les institutions de la République doivent jouer leur rôle. Par exemple, la sécurité doit jouer son rôle. Il faut désarmer tout le monde. Hein? Désarmer tout le monde. Les armes à feu, surtout. Il faut désarmer. Bon, pour un éleveur, on ne peut pas le dépouiller. Il doit avoir quand même son arme. À l'époque, quand il voyage, c'est normal. Mais l'arme à feu, non, c'est pas bon. Que ce soit la population, que ce soit les éleveurs, la population autochtone ou les éleveurs, il faut vraiment désarmer tout le monde. Oui, il faut désarmer tout le monde. Votre message? Voilà mon message dans ce chapitre. Les éleveurs et les agriculteurs, je pense, c'est une communauté sœur. Ce sont des frères, hein, il faut le dire comme ça. L'éleveur a besoin de ses agriculteurs, tout comme l'agriculteur a besoin de cet éleveur dans le cadre d'échange de leurs produits. Et surtout, le plus important, quand on arrive aujourd'hui à l'appauvrissement du sol, qui est dû à l'usage des produits chimiques, et nous avons les produits biologiques qui sont les brouses du bétail. Ça, c'est un engrais biologique qui solidifie le sol et qui ne laisse pas que le sol se dégrade. Donc, je pense, entre-temps, dans nos anciennes cultures, l'éleveur, quand il se rapproche de l'agriculteur l'amène, l'invite à séjourner dans des champs. 1 mois, 3 mois, il lui donne peut-être un pain de sucre, il quitte, la prochaine récolte, il a un très bon résultat. Aujourd'hui, malheureusement, par manque de compréhension, l'agriculteur, il brûle même son champ. Il ne veut même pas que le bétail rentre. Donc, c'est ça, l'incompréhension. Ça aussi, ça fait partie de ça. Si nous avons un message à passer,
nous appelons les éleveurs, les agriculteurs, de se retrouver dans leur ancienne habitude pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils se rapprochent. Les politiciens qui leur envoient des messages à partir de N'Djamena ou bien à partir d'où, ceux-là ne sont que des virus destructifs pour la vie de ces producteurs qui sont nos parents. Et nous lançons aussi un appel à ces politiciens de cesser ces messages destructifs. Nous disons aux éleveurs et aux agriculteurs de se respecter. Les éleveurs, il faudrait qu'ils gardent son bétail, qu'il ne dévaste pas les champs de son agriculteur. L'agriculteur, on lui donne le message de ne pas obstruer le couloir de transhumance, les aires de parcage. Ça, ce sont des espaces sacrés pour que l'éleveur soit à côté de cet agriculteur. Mais quand il les chasse aujourd'hui, il se met, bon, pendant qu'il est là, l'agriculteur sème. Ça aussi, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire c'est des champs qui deviennent nomades, les champs qui se déplacent, ça aussi, c'est pas du tout bon. Nous avons des très bonnes cultures hospitalières, surtout reconnues au Tchad. Il faut qu'on revienne à ces cultures-là. Oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces messages forts de nos deux invités du monde rural que se referme cette émission. Vous pouvez passer, nous venons de recevoir sur ce plateau deux invités du monde rural, n'est-ce pas? Il s'agit effectivement de Bichar Adreb, qui est ici le président de l'interprofession de la filière élevage, et de Kolian Palibele, président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad. Il était certainement au cours de cette émission de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Nous tenons vivement à vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci. Il nous faut la paix, peuple tchadien. Absolument. Il nous faut la paix, absolument. Nous sommes résolument engagés sur le chemin de la démocratie. Toutes les forces en vie doivent apporter leur contribution à cette noble tâche.